Allô? Bonjour, c'est la Toile au bout du fil. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de notre podcast La Toile au bout du fil. Un podcast qui a pour but de mettre en avant les étudiants, leurs sujets, mais aussi de pouvoir les informer sur des thématiques qui tournent autour de l'archéologie. En cette rentrée, nous avons décidé de faire une édition un peu spéciale. C'est un sujet qui vous concerne, ce sont les chantiers écoles. Vous en avez peut-être déjà fait cet été, vous en ferez peut-être l'été prochain. Vous pouvez vous demander, qu'est-ce que les chantiers écoles? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément un sujet qu'on va beaucoup aborder en archéologie. Donc du coup, ce sont des fouilles archéologiques programmées qui ont pour but de former les étudiants à une méthodologie de terrain. Il y a un chantier école en particulier qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque nous accueillons Charlotte Kettel, qui a accepté de venir répondre à nos questions sur Blicky. Bonjour Charlotte. Bonjour Célia. Tu diriges depuis 2 ans la fouille de Blicky, mais avant de rentrer dans les détails, on va parler un petit peu de ton parcours. Est-ce que être archéologue, ça a toujours été un objectif pour toi? Pas vraiment. En fait, j'ai toujours été passionnée par l'histoire et l'archéologie. Et à la fin de mes études secondaires, j'aurais bien voulu entreprendre des études en histoire ou en archéologie. Mais seulement, mes parents y étaient opposés parce qu'ils avaient peur que je ne trouve pas de travail, comme beaucoup de parents. Et du coup, j'ai entrepris un bachelier en haute école en relations publiques. Donc en septembre 2012 jusqu'à janvier 2016 où j'ai été diplômée. Donc ça, j'ai fait ça à Namur. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu comme indépendante avec mes parents. On a monté une société ensemble. Et puis, en fait, voilà, l'archéologie restait toujours dans ma tête et j'avais toujours envie d'entreprendre ça et j'étais pas vraiment satisfaite de mon travail. Donc, j'ai décidé de reprendre des études en archéo. Et avant ça, pour être vraiment sûre que le métier me plaisait, que j'avais vraiment envie de faire ça, j'ai fait un petit stage de 2 semaines sur un chantier archéologique, voilà, pour voir si le métier me plaisait. Et c'était génial. Donc ça m'a vraiment confortée dans l'idée que c'était ces études-là que je voulais faire. Du coup, j'ai repris des études en septembre 2017 à Namur, à l'université de Namur. Du coup, j'ai fait un bachelier en histoire de l'art et archéologie et j'ai pris l'option antiquité. Voilà. Et ensuite, comme il n'y a pas de master à l'université de Namur, je suis allée faire mon master à l'UC Louvain et je l'ai fait à partir de septembre 2020 en archéologie du nord-ouest européen. Donc, dans cette option-là, en fait, on voit l'archéologie nationale de la préhistoire à l'époque médiévale. Donc voilà. Et alors, pendant mon master, j'ai fait mon mémoire sur les estampilles sur mortier. Donc, j'ai fait les prémices d'un corpus informatisé d'estampilles sur mortier pour le nord de la Gaule. Et ça s'est super bien passé. J'ai fait mon mémoire en fait au sein du laboratoire de recherche du CRAN, du Centre de recherche en archéologie nationale où je travaille maintenant. Et voilà, et c'était super. Et je me suis bien entendue avec l'équipe et on était contents de mon travail. Et du coup, quand j'ai été diplômée, après, ça a débouché sur un emploi, donc j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Et sinon, pendant mes études, j'ai fait beaucoup de stages, surtout du terrain. J'ai jamais fait de stage en musée. Et maintenant, c'est un peu un regret parce que je ne connais pas du tout le métier en musée, donc qui a l'air très sympa aussi. Mais voilà, moi j'étais vraiment dans l'objectif de faire du terrain. Donc j'ai fait du terrain et j'ai fait aussi des stages un peu plus spécialisés en céramologie. Voilà. Donc du coup, tu as fait un petit peu différents types de stages. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais aux étudiants de toucher un petit peu à tout et de pas spécialement se focaliser, même si on a déjà une idée un peu de période ou de domaine, de peut-être toucher un peu à tout au niveau des stages? Bah oui, surtout en bachelier ou en licence pour vous. Surtout de faire différentes choses, aller un peu en musée, un peu sur le terrain, faire de l'archéo du bâti aussi, faire de la conservation dans un centre de conservation, un peu de recherche aussi. C'est super intéressant. Après, c'est vrai que quand on est en master, on va plus faire des stages en lien avec son mémoire et à la recherche à laquelle on se destine. Mais sinon, surtout en bachelier, en licence, pardon, pas hésiter voilà, à se diversifier, à aller voir un peu partout, parce que après, quand vous êtes diplômé, voilà, vous savez pas trop quel travail vous allez trouver, et en fait,
y a plein de débouchés possibles et comme ça, vous avez déjà un peu une idée de qu'est-ce qui vous plaît le plus, quoi. Donc du coup, aujourd'hui, comme tu l'as un petit peu expliqué, tu es assistante de recherche à l'UCL de Louvain. À quoi ça correspond? C'est quoi exactement ton métier, que ce soit sur le terrain ou même en dehors du terrain? Alors, bah, du coup, comme j'ai dit, en fait, je suis, ah non, je l'ai pas dit la date. Je suis engagée, comme assistante de recherche au CRAN depuis le 1er octobre 2022 et au départ, en fait, mon travail, ça a constitué en fait, pour vous expliquer un peu, comment ça fonctionne, en fait, je suis pas payée par, l'université directement, je suis payée sur des subventions extérieures à l'université. Donc en fait, chaque année, on construit un dossier pour demander des subsides et on les obtient pour faire un certain travail. Et donc là, le subside sur lequel j'étais au début, c'était, pour, publier en fait, des anciennes fouilles, en fait, des anciennes recherches, plus faire de la publication. Du coup, mon travail, ça constituait en fait, à faire de l'édition, à reprendre les données de terrain avec une collègue qui, elle, a fouillé. En fait, on travaillait sur l'agglomération de Brève, sur la périphérie, et sur une collection aussi d'un privé qui avait fouillé aussi dans l'environnement de Brève dans les années 60 et qui s'était constitué une collection. Et on travaillait aussi sur la villa de Latine. Donc tout ça devait faire l'objet d'un ouvrage. Et donc pour ça, je faisais moi un travail d'édition. Et comme je me suis un peu plus spécialisée sur la céramique, même si je suis pas encore vraiment spécialiste, j'ai travaillé aussi sur tout ce qui était description et synthèse sur les céramiques qui ont été retrouvées sur le site. Et à ce moment-là aussi, ce que j'ai été amenée à faire et qui était très chouette, c'était l'organisation d'un colloque. Du coup, voilà, mon centre de recherche devait organiser les journées d'archéologie romaine qui ont lieu tous les ans. Et du coup, c'est surtout moi qui ai un peu géré tout ça. Et donc, c'était une chouette expérience. Et donc ça, voilà, c'est ce que je faisais avant. Et puis, depuis 2024, en fait, la subvention a changé. On nous a demandé de plutôt travailler sur du sauvetage programmé. Donc, des sites qui sont en danger à plus ou moins long terme d'érosion ou d'autres dangers. Mais et voilà. Et donc le choix de mon directeur s'est porté sur le site de Pliky parce qu'il le connaissait bien. Et aussi c'est un site qui est en danger à plus ou moins long terme parce qu'il y a une forte érosion qui est due au labour avec l'exploitation agricole. Il y a aussi beaucoup de détectoristes qui travaillent, qui viennent piller le site dans la région parce que c'est un site qui est très connu. Et voilà, donc on ne savait pas trop dans quel état on retrouverait les vestiges, donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur ce site-là. Voilà. Donc du coup, sur le site de Biki, je vous ai expliqué que c'était un site qui était très connu parce que du coup, auparavant, il y a déjà eu des fouilles et des sondages, par exemple. Est-ce que tu pourrais du coup nous expliquer, nous faire une petite synthèse un petit peu des fouilles qu'il y a pu avoir, du travail de recherche, etc. Oui. Alors, les fouilles, pour l'instant, en fait, le site, il est... en fait, il est assez vaste, en fait. Il se concentre sur le village de Blicky actuel et sa périphérie. Et donc, depuis le XVIIIe siècle, c'est un site qui est bien connu. On retrouve des monnaies et des vestiges romains. Mais c'est surtout à partir des années 1950 que Léonce de Marais, c'est un érudit local qui a fondé l'archéosite de Blicky-au-Bechy. Lui, il a commencé à faire des recherches dans la région et il a trouvé plein de vestiges. Puis ensuite, il a fondé le cercle de tourisme et de recherche archéologique Blicky-au-Bechy en 1961 et ils ont commencé à documenter les activités artisanales qui étaient présentes sur le sanctuaire. Donc voilà. Ensuite, à l'été 1976, il y a une photographie aérienne qui a été faite du temple, en fait, qui était visible dans les champs. Et donc, à partir de ce moment-là, 2 ans plus tard, il y a une fouille intensive qui a été menée pour fouiller cette structure-là. Et donc, ils ont trouvé un site d'une grande ampleur et ils ont mis à jour le temple et son enceinte cultuelle. Ils ont encore fait des fouilles entre les années 1994 et 1997. Là, ils sont plus concentrés sur le théâtre.
Et il y a encore eu une campagne entre les années 99 et 2000. Et la dernière, c'est en 2003, et ils ont fait ça en partenariat avec l'ULB. Donc ça, c'est l'Université libre de Bruxelles. Et à ce moment-là, ils ont encore travaillé sur le sanctuaire, ils ont fait des recherches, des études en laboratoire sur les occupations latiniennes et romaines. Et une partie de ces fouilles a donné lieu à une monographie qui a été publiée en 2009, surtout sur le théâtre et les vestiges néolithiques qui ont été trouvés. Donc voilà, ça c'était les dernières fouilles, ça date de 2003. Et nous, on a repris la recherche ici en 2024. Et donc du coup, depuis 2024, vous avez fouillé quelle zone par rapport au sanctuaire, à quel point c'était lié ou pas? En fait, nous, là, en fait, je pense que j'ai pas expliqué comment se disposait le site, donc peut-être que c'est pas très clair. Mais en fait, ce qu'on a... voilà, je vais d'abord expliquer ça. En fait, on a un vaste espace de 50 hectares qui est occupé sur un temps assez long. Donc on a d'abord des vestiges néolithiques avec un habitat rubané qui se localise à l'endroit du futur théâtre romain. Ensuite, on a des urnes à incinération de l'âge du bronze, donc qui se localisent plutôt au niveau du sanctuaire. Ensuite, on a au deuxième âge du fer, on a des vestiges latiniens, donc des dépôts d'armes rituels. Ensuite, on a à la deuxième moitié du 1er siècle, on a l'implantation d'un temple à une seule cella avec un bois sacré. Donc on a les Romains qui viennent occuper ce site-là. Entre la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle, il est remplacé par un grand fanum. Et ensuite, au 2e siècle, ça devient un grand complexe cultuel et artisanal. On construit le théâtre, on construit des thermes, des cuisines, et aussi des ateliers de production du bronze, du fer et de la céramique. Et en fait, à la fin du 3e siècle, la majeure partie du site est abandonnée. Donc, à l'époque romaine, on n'a plus de vestiges après ça, et on a seulement encore les traces d'une nécropole mérovingienne qui se trouvait au sud-est du théâtre, qui daterait du 6e, 7e siècle, et aussi une nécropole carolingienne au sud-ouest de l'enceinte sacrée du sanctuaire. Donc voilà, et après, ça devient un site purement agricole. Donc voilà, c'était pour localiser un petit peu ce qu'on avait. Et donc, les recherches pour l'instant, elles sont surtout concentrées, comme je l'ai dit, sur le sanctuaire et sur le théâtre. Et nous, notre objectif, c'est d'explorer la périphérie de cette enceinte et de ce théâtre. Et donc, c'est pour ça la première année, on a séparé ça en 2 zones de fouilles. Donc, on avait une zone qui était située au sud du théâtre pour retrouver, on avait en fait les vestiges d'un quartier artisanal, on a appelé ça pour l'instant, et on avait les traces de la nécropole la nécropole mérovingienne qui se trouvait là, donc c'est ce qu'on cherchait aussi, et on avait aussi l'habitat rubané. Donc voilà, on savait qu'on allait tomber sur du néolithique, du romain et probablement du méro. Et l'autre zone de fouille, elle se trouvait là à l'arrière de l'enceinte du sanctuaire. Et là, c'était dans l'objectif de poursuivre les recherches sur les dépôts de l'âge du fer. Et on a retrouvé aussi 2 urnes, non, 3, je ne sais plus, 2 urnes de l'âge du bronze. Donc voilà. Et est-ce que du coup le mobilier que vous avez retrouvé, il a été altéré par les érosions comme vous l'avez supposé ou pas spécialement? Par les labours, en fait, l'an dernier, on a trouvé que les structures étaient assez arasées quand on se rapprochait de la route. Mais ce qui nous a vraiment... mais en fait, l'an dernier, on n'a pas trouvé la nécropole mérovingienne qui était un de nos objectifs. Mais en revanche, on l'a trouvée à l'été 2025, donc cette année. Et donc là, en fait, on a eu seulement 2 restes de sépultures, dont une qui était complètement érodée. En fait, on n'a plus retrouvé qu'une traverse sur laquelle le coffre était posé. Et pour l'autre, on n'avait vraiment que le fond du coffre, en fait. Donc, ça prouve bien que l'érosion est assez intense et que, en fait,
le mobilier, probablement des tombes, remonte dans les labours, et peut-être c'est pour ça qu'il avait été déjà trouvé anciennement, parce qu'avec un détecteur, ils étaient venus, ils avaient trouvé des, des pièces, des bijoux, des pièces d'armement, voilà, plein d'éléments de parure. Et donc c'est pour ça qu'on pensait que la nécropole était localisée à cet endroit-là, et donc on a constaté qu'en effet les labours érodiaient assez bien les structures. Et est-ce que pendant la fouille, vous avez trouvé un peu des liens justement entre la zone que vous avez fouillée et le sanctuaire? Je veux dire, je sais pas comment l'expliquer, mais est-ce que la zone du coup que vous avez fouillée par rapport au mobilier retrouvé, ça montrait que c'était lié avec le sanctuaire? Est-ce qu'il y avait, est-ce que c'était à peu près de la même période? Ah oui, en fait, nous, là, pour l'instant, en fait, voilà, je vais te dire des imprécisions parce que le mobilier céramique n'a pas encore été étudié, donc on n'a pas encore vraiment le phasage précis. On sait qu'on a du romain, ça c'est sûr, et on sait qu'on est plutôt sur du 3e siècle, donc la fin du 3e siècle, donc on est plutôt sur l'abandon du sanctuaire, pas sur les débuts. Après, il y a certaines structures où on a quand même du mobilier du 1er siècle, mais voilà, donc on a, en majorité, on a du 3e, mais voilà, on peut retrouver aussi du 2e et du 1er. Mais pour l'instant, j'ai pas un phasage précis, donc je ne saurais pas te répondre vraiment efficacement, parce que ce que j'ai oublié de te dire dans mon travail du quotidien, c'est que pour l'instant, en fait, moi depuis 2024, en fait, j'ai commencé par préparer tout ce qui était logistique, demande d'autorisation de fouille, préparation du matériel, enfin, réservation du logement, enfin voilà, tout ce genre de choses très, très pratiques, très organisationnelles pour le chantier. Pendant l'été, du coup, j'étais chef de chantier, donc j'étais là tout le temps pour coordonner la fouille et aussi le travail des étudiants, et leur montrer un peu comment, comment manier les outils, qu'est-ce qu'ils doivent regarder, etc. Et ensuite, le soir, gérer aussi toute l'organisation des repas, faire les courses, ce genre de choses. Donc voilà, donc ça c'était les 2 mois d'été. Et puis ensuite, retour au bureau. Là, il fallait, comme on n'avait pas eu le temps de nettoyer le matériel sur le chantier, il fallait du coup nettoyer tout le mobilier qui était sorti de terre. Donc ça, j'ai eu plein d'étudiants qui sont venus m'aider. Donc je leur dis vraiment merci. Donc voilà, ils ont fait tout le nettoyage post-fouille, et moi pendant ce temps-là, et il y en a aussi qui m'ont aidé pour l'inventaire, et moi pendant ce temps-là, je faisais les descriptions des structures, ma collègue faisait la DAO, et moi je faisais les illustrations, enfin voilà. Donc en vue de rendre un premier rapport à la sortie de la fouille avec tout ce qu'on a trouvé en fait, mais pas encore avec le phasage, parce que là on attend toujours l'étude qui doit se faire dans un second temps. Là, ce qu'on fait directement à la sortie de fouille, c'est vraiment traiter les données pour les rendre lisibles et accessibles pour que quelqu'un puisse reprendre au cas où, je sais pas, il m'arrive quelque chose, ou voilà, où on n'a plus d'argent pour continuer le travail. Au moins c'est dans un état où quelqu'un peut reprendre voilà, les données. Donc du coup, pour l'étude du mobilier, c'est plusieurs personnes qui s'en occupent, ou tu étudies par exemple un petit peu la céramique, ou pas spécialement? Alors pour l'étude du mobilier, en fait pour la céramique, j'ai une collègue, Sonia Willems, qui est céramologue, et du coup c'est elle qui va faire l'étude, mais en même temps je regarde aussi avec elle, comme ça j'apprends, et c'est très chouette. Voilà, comme ça peut-être qu'un jour j'arriverai à me débrouiller toute seule. Et j'ai aussi une autre collègue, Fabienne Villeworder, qui est là aussi, qui est aussi céramologue, et qui a la pension, mais qui est toujours dans le labo et qui nous aide aussi. Et pour le reste, pour le petit mobilier, en fait, j'ai une collègue, Erika Wenkouf, qui est spécialiste des fibules, entre autres, mais tout petit mobilier en bronze. Et par contre, pour les os, par contre, je ne sais pas encore qui va faire l'étude. Et on va aussi contacter quelqu'un pour faire l'étude de la céramique néolithique. Parce que ça, l'an dernier, on n'en a pas trouvé beaucoup, mais cette année, on en a trouvé énormément. Et voilà, donc on a besoin de quelqu'un pour nous aider, parce que nous, on est plus spécialiste du romain.
Oui. Et voilà. Et mon directeur, lui, par contre, est plus spécialiste, Laurent Verslip, il est spécialiste du mérovingien, donc c'est lui qui va plus gérer cette partie-là. Voilà. La fouille de Wiki, c'est un chantier école. T'en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment tu formes les étudiants et à quoi tu vas les former sur le terrain? Alors, voilà, comme c'est un chantier école, l'objectif c'est vraiment de montrer aux étudiants déjà qu'est-ce que c'est un chantier archéologique, euh, qu'est-ce qui, en quoi c'est difficile déjà physiquement et apprendre à regarder, etc. Donc moi, mon objectif c'est vraiment qu'ils puissent faire un peu toutes les étapes, qu'ils puissent déjà d'apprendre à manier les outils, à apprendre à regarder un peu les couches, à reconnaître les différentes couches stratigraphiques. Et, et voilà, donc déjà s'ils arrivent à faire ça en première année, c'est super bien. Et puis après, on les forme aussi à faire les relevés, donc ils font les relevés sur papier millimétré, ils nous aident à prendre les photos, il y en a aussi qui font plus du nettoyage, parce que parfois voilà, les conditions météo le permettent. Et ce serait quoi du coup tes objectifs pour la suite par rapport à Bliki? Est-ce que tu as prévu de refouiller l'année prochaine? Alors, pour le chantier Bliki, en fait, là, on était sur une campagne qui était pluriannuelle sur 3 ans. Donc, en fait, la première année, ce qu'on a fait, c'est que, comme je t'ai déjà expliqué, on a ouvert les 2 zones de fouille en même temps. Donc, au théâtre. Donc, moi, d'ailleurs, j'ai plus géré, du coup, la zone du théâtre. Donc, c'est de ça que je parle depuis le début. Et j'ai une collègue, Hélène Glokowski, qui travaille à l'Archéosite, qui a géré la zone plutôt avec les dépôts de l'âge du fer. Donc ça, voilà, ça c'était l'année 1, donc en 2024. Et puis cette année, donc en 2025, on s'est concentré sur le secteur au sud du théâtre, donc le mien. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait cette année, donc pour poursuivre les explorations et étendre un peu pour trouver la nécropole. Et l'année prochaine, donc en 2026, ce qui est prévu, c'est de plutôt se concentrer sur l'autre zone, donc le secteur avec les dépôts latéraux. Voilà. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés pendant la fouille Alors, depuis 2024? est-ce que moi personnellement ou en général le chantier? En général, les deux. Alors, pour le chantier, on a eu pas mal de difficultés, surtout la première année, au niveau de la météo. D'abord parce que en fait c'était une année hyper pluvieuse et donc on est sur une zone avec un sédiment un peu particulier, on est sur du limon et il garde un peu l'eau, donc en fait quand on fouillait, dès qu'on dépassait 80 cm, en fait l'eau commençait à remonter, donc déjà ça c'était un peu une difficulté. Mais en plus, comme l'année était très pluvieuse, on a eu beaucoup d'orages. Et donc, ça nous a bloqué pendant certaines périodes où on pouvait pas aller sur le terrain. Et ça nous a aussi ralenti parce que parfois on avait des structures en cours de fouille. Et suite à un orage, les coupes s'effondraient. Donc on devait tout recommencer systématiquement. Donc voilà, ça c'était une première difficulté qu'on a également eue cette année, mais un peu moins parce que comme l'année était plus sèche, le sol était plus sec de base, on a juste eu quelques orages et voilà, et quelques inondations. Mais voilà, ça c'était déjà une grosse difficulté parce que ça nous avait perdu au moins 2 semaines de travail. Donc voilà, c'était un peu embêtant. Et deuxième difficulté qu'on a eue, c'était les détectoristes. Donc en fait, j'en ai parlé au début dans les risques par rapport au chantier. En fait, c'est une zone qui est connue des détectoristes et normalement, en Belgique comme en France, je pense, la détection avec un détecteur à métaux est illégale sur un chantier archéologique. Et donc là, il venait de nuit, et donc ce qu'on retrouvait le lendemain, c'était des trous qui avaient été rebouchés, un peu comme des taupinières, comme ça. Et voilà, donc il faisait des trous un peu partout pour essayer de trouver des objets métalliques. Et donc nous, ce qu'on a fait pour pallier à ça, c'est d'abord on a essayé de piéger avec de la limaille de cuivre et de fer, mais c'était pas du tout assez dense, donc ça ne sonnait pas pour eux, donc c'était pas très utile. Et après on a appelé à la rescousse,
On les avait appelés dès le début, mais bon voilà, les policiers sont venus voir un peu les dégâts. Et donc ils nous ont donné des balles de fusil pour miner le terrain un peu partout. Parce qu'il y en a qui sont en cuivre et en plomb, donc ça sonnait bien. Enfin, c'était le son que les détecteurs cherchaient. Donc voilà, donc on les mettait en dehors des structures pour miner un peu le terrain, pour qu'ils fassent des trous, mais pas là où on fouille, quoi, parce que sinon c'est un peu contre-productif. Et en plus, ils nous ont installé une caméra. Et ça, vraiment, la caméra, ça nous a vraiment aidé. Le temps qu'elle était là, on n'a plus eu de visite. Mais à un moment donné, ils ont dû venir la rechercher parce qu'ils en avaient besoin pour autre chose. Et donc à ce moment-là, on a de nouveau eu des détecteurs qui sont venus la nuit. Mais chance pour nous, comme on avait miné le terrain avec les balles, ils sont venus vraiment piller juste à l'endroit à l'extérieur des structures et donc juste avec les balles. Donc voilà. Ça c'était un peu, voilà, si jamais vous avez des problèmes de détectoristes, des petits tips. Et l'autre souci qu'on a eu, ça voilà, c'est qu'on a ouvert une grande zone au décapage parce que comme on travaille avec assez peu de moyens, on n'a pas l'occasion d'avoir une pelle mécanique qui est là en permanence sur le chantier. Donc on a ouvert au début de la campagne une grande zone qu'on a rebouchée à la fin. Mais voilà, donc là on avait ouvert un peu trop large. Et comme moi, c'était la première fois que j'étais responsable d'un chantier et j'étais très très angoissée. J'avais vraiment peur de louper des choses. En fait, ça c'était ma plus grande peur, vraiment de détruire des structures ou de louper quelque chose. En fait, je voyais pas comment faire autrement que de fouiller l'entièreté des structures qu'on avait découvertes. Donc vraiment, c'était vraiment une angoisse. Et donc, comme on devait fouiller cette grande zone, qu'on avait les difficultés avec la pluie, qui nous a ralenti, ça fait que on se foutait vraiment très beaucoup la pression. Et malheureusement, on l'a aussi très forte mise aux étudiants. Donc ça, c'est vraiment un regret que j'ai. Et j'espère que j'ai fait mieux cette année. Mais voilà, donc ça, c'était un peu le petit bémol. Donc voilà, donc finalement on n'a pas du tout fouillé, on a dû en laisser une partie, mais on est content on a réussi à fouiller entièrement toute une zone et donc ça je suis super contente. Et cette année on a eu l'occasion de revenir sur la zone qu'on n'avait pas fouillée, donc finalement il n'y a pas d'information qui a été perdue. Je me suis rendu compte que les structures avaient bien été conservées, celles qu'on n'avait pas fouillées, donc ça m'a vraiment rassurée là-dessus. C'est vrai que comme c'était la première fois, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et voilà, c'était un peu, ça c'était un peu compliqué. Voilà. Est-ce que tu as rencontré aussi des difficultés pendant ton parcours au niveau des études, par exemple, ou même pour trouver du travail? Et est-ce que du coup, tu aurais des conseils à donner aux étudiants qui sont actuellement en archéologie? Et du coup, moi je trouve que je n'ai pas vraiment eu de difficultés pendant mes études parce que comme je les ai repris un peu plus tard, j'étais vraiment certaine de ce que je voulais faire et je donnais vraiment tout pour y arriver, quoi. C'est pas comme si j'avais 18 ans, que j'arrivais en première année, que j'étais un peu perdue, que je savais pas trop quoi faire. Donc voilà, là j'avais un objectif et j'y allais à fond, quoi. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup donnée. Et comme je me suis beaucoup donnée, que en fait, chaque fois que j'étais en stage ou que je travaillais, quand j'étais en mémoire, je montrais que je m'intéressais à tout, que j'étais proactive. En fait, ça, si c'est un conseil que je peux donner, c'est vraiment ça. Quand vous êtes en stage, vraiment, pas seulement vous contenter de faire ce qu'on vous dit, mais vraiment poser des questions sur le travail que vous êtes en train de faire, sur comment votre responsable fait son travail, vraiment vous intéresser à comment les choses se font. Et aussi vous montrer un peu proactif, proposer votre aide ou vraiment essayer d'être vraiment une aide pour la personne à qui vous avez affaire. Et ça, la personne elle va se souvenir de vous et elle va avoir une bonne opinion de vous. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose à faire. Et donc moi, ça m'a permis, comme on trouvait que je faisais du bon travail, ça m'a permis d'être engagée après au centre de recherche. Après, j'ai eu de la chance parce que, en fait, la personne qui me suivait le plus pour mon mémoire
a pris sa pension au moment où j'ai été diplômée. Donc en fait, on m'a pris à sa place, sous son aile. Donc voilà, moi j'étais quand même au bon endroit au bon moment. Mais ça s'est fait parce que je m'entendais bien aussi avec elle et que j'avais montré que j'en voulais, quoi. Donc moi, j'ai jamais vraiment eu de difficulté pour l'instant pour trouver du travail, même si je suis pas sur une place qui est très stable parce que voilà, comme j'ai dit, ça dépend des subventions. Et au début, j'étais à temps plein, maintenant je suis à temps partiel. Donc voilà, c'est quand même compliqué. Mais, euh, mais voilà, faut pas hésiter à bouger et aussi aller à des colloques, à des conférences, à montrer sa tête un peu partout, à montrer qu'on est là et qu'on est intéressé, quoi. Je pense que c'est le meilleur conseil. Et ah oui, autre chose que j'aurais bien aimé qu'on me dise, c'est même s'il faut être à fond, que l'archéologie c'est génial, que c'est une passion, etc., même pendant les études, il faut quand même avoir d'autres occupations. Voilà, faire quand même autre chose, avoir des activités vraiment rien que pour soi en dehors de l'archéologie. Parce que le problème, c'est qu'après, quand on travaille, on fait plus que ça. Et donc, on se fait un peu submerger par le travail. Et donc, ça peut être bien d'avoir un peu des échappatoires. Et moi, j'ai eu le problème, je me suis un peu laissée envahir par tout ça. Et donc, maintenant, j'essaye un peu de relativiser entre mon temps perso, mon temps pro. Et je pense que c'est super important. Voilà. Et est-ce que tu aurais aussi des conseils pour les étudiants qui rechercheraient justement un chantier pour l'année prochaine ou est-ce que, enfin, par quelle plateforme ils devraient passer, combien de temps à l'avance Ah, bah, il faut s'y prendre très à l'avance. Il vaut mieux s'y prendre dès janvier, février, pourquoi pas, avant l'été. Et il y a le ministère des Affaires, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le site du ministère de la Culture. Voilà, c'est ça, le site du ministère de la Culture en France qui publie de toute façon les annonces. Donc en Belgique, on va voir là aussi. Il y a aussi des associations qui organisent des stages aussi. Parfois, ils sont payants, donc ça, c'est un peu embêtant. Voilà, ça dépend. S'il y en a qui ont les moyens, c'est cool de le faire. Mais sinon, c'est un peu compliqué. Moi, mon premier stage, je l'avais fait par l'association Rempart. Donc voilà, mais là, c'est des stages qui sont payants. C'est juste le logement et la nourriture, mais bon, c'est quand même un prix. Et sinon, il faut pas hésiter à demander à vos professeurs s'ils ont des collègues qui savent qu'ils ont des chantiers. Parce qu'il y a plein de chantiers écoles qui sont organisés un peu partout. En Belgique, il y en a. D'ailleurs, il y a plein d'étudiants de Lille qui viennent sur notre chantier. Et il y en a, enfin voilà, vos professeurs, ils sont sûrement en contact avec des chercheurs d'autres universités dans d'autres pays. Donc, faut pas hésiter à leur demander, quoi. Voilà. Et donc, pour terminer, pourquoi avoir accepté de participer à notre podcast ? Eh ben, j'ai beaucoup hésité parce que je suis pas du tout à l'aise avec l'exercice, mais j'ai accepté parce que c'est toi et Elise qui m'avait demandé et que voilà, je trouve que vous êtes des super personnes et ça s'est super bien passé sur le chantier avec vous et voilà, donc moi je voulais vraiment venir voilà pour vous. Merci beaucoup Charlotte, c'était un plaisir de t'accueillir sur ces podcasts. Merci à toi, c'était chouette. Et nous voici maintenant dans la deuxième partie de ce podcast, La Truelle au bout du fil, édition spéciale. Je m'appelle Elise et j'accompagne Célia aujourd'hui pour vous présenter des étudiants venus de l'Université de Lille et de celle de Louvain, présents sur le chantier de foot de Blicky les étés 2024 et 2025, et qui ont par ailleurs accepté de participer à notre podcast. Nous les remercions très chaleureusement et sommes très heureuses, Célia et moi, d'avoir pu compter sur leur enthousiasme. Commençons donc tout de suite par faire connaissance avec ces 5 étudiants qui répondront ensuite aux questions que nous avons soigneusement choisies pour eux. Donc, je m'appelle Natalia, j'ai 26 ans, j'ai fait des études à l'université de Namur, donc j'ai fait une licence en histoire de l'art et archéologie, et ensuite j'ai fait un master à Louvain-la-Neuve, à l'UCL, où je me suis plutôt dirigée vers la période gallo-romaine. Et je suis en fin de parcours, là, je termine ma Master 2. Alors, pour mon expérience, j'ai principalement fait des fouilles sur des chantiers écoles depuis 2021, organisés par l'Université de Namur, mais aussi l'Université de Louvain-la-Neuve. Ces dernières années, j'ai aussi fait des fouilles programmées dans le sud de la France.
Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Ronan, j'ai 20 ans et je suis actuellement en licence 3 d'archéologie à l'université de Lille 3. Pour l'instant, je n'ai pas encore énormément d'expérience de fouilles archéologiques, mais j'ai participé l'été dernier à mon tout premier chantier en Belgique sur le site de Blicky Wildenderlecht sous la tutelle de Charlotte Kettel. Alors bonjour, je m'appelle Enya, j'ai 27 ans. J'étudie actuellement l'archéologie à l'UCL, donc à Louvain-la-Neuve, et je suis en deuxième année de maîtrise. J'ai découvert les fouilles à Blicky à travers le CRAN, qui est le Centre de recherche d'archéologie nationale à Louvain-la-Neuve. Il est dirigé par Laurent Versleep et Charlotte Kettel, qui était la directrice du chantier et employée là-bas. Alors Blicky, c'est pas du tout mon premier chantier archéologique, j'ai fait d'autres fouilles auparavant. Je suis surtout spécialisée dans les fouilles préhistoriques. Maintenant, j'ai 4 ans de chantier sur le même site préhistorique. Un site en terrasse de grotte. J'ai également pu fouiller des fouilles, un site moderne, donc du 18e, 19e siècle. J'ai fait des fouilles médiévales, mais par contre, les fouilles antiques, c'est la première fois que je faisais, que je traitais cette période-là dans le cadre d'un chantier de fouilles. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 21 ans, je suis en première année de master à l'UC Louvain, à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Concernant mes expériences de fouille, le site de Blicky n'a pas été ma première fouille. En effet, j'avais eu la chance déjà de fouiller dans les Ardennes belges durant un peu plus de 2 semaines auparavant. Bonjour, je m'appelle Bénédicte, j'ai 60 ans. Je suis actuellement en licence 3, en troisième année donc, d'histoire de l'art et d'archéologie, en parcours archéologie à l'université de Lille. Bien, maintenant que tout le monde s'est présenté, passons à la première question. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir le chantier école de Blicky ? J'ai choisi le chantier école de Blicky pour plusieurs raisons. Je souhaitais participer à un chantier de période gallo-romaine. Je savais que plusieurs amis comptaient s'inscrire aussi au chantier. Et d'un point de vue pratique, le site, le chantier ne se situe pas loin de chez moi. Pourquoi choisir la ville d'Anderlecht sur le site de Blicky ? Car le site nous avait été décrit au départ comme un théâtre ou une nécropole du Moyen-Âge ou un sanctuaire gallo-romain. Je savais que je voulais travailler sur la période mérovingienne, carolingienne, donc du Moyen-Âge pour mon mémoire, comme je le fais actuellement. Même si nous avons donc fouillé le côté gallo-romain, ça restait intéressant, car de toute façon, je souhaitais me concentrer vraiment sur le territoire de la Belgique actuelle, Gaule étant bien sûr comprise. Passons maintenant à la deuxième question. Quel a été votre ressenti pendant et après la fouille ? Ça a été pour moi une expérience vraiment très enrichissante et très intéressante et aussi très agréable d'un point de vue humain puisque j'étais entouré d'universitaires comme moi ainsi que d'une équipe de professionnels qui nous ont encouragés, encadrés et enseigné énormément de choses. Je pense que pour une toute première expérience de fouille, je ne pouvais pas espérer mieux, à vrai dire, puisque le cadre était vraiment super. Les données archéologiques étaient très riches. J'ai aussi bien trouvé de la céramique rubanée du néolithique, comme de la sigillée de l'époque gallo-romaine ou encore de la céramique vernie de l'époque médiévale. Et puis de manière plus générale, ce qui m'a le plus plu dans ce chantier, c'est le fait de pouvoir enfin mettre en application toute la théorie que l'on voit toute l'année en cours, qui parfois peut sembler un petit peu obscure et qui, une fois mise en pratique sur le terrain, prend tout son sens et nous rassure énormément. Pour ma part, en tout cas, ça m'a énormément rassuré car parfois voilà, la partie théorie peut faire peur et on se pose des questions sur est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et une fois que je me suis retrouvé sur le terrain à appliquer toutes ces méthodes de manière très encadrée et très suivie, je me suis vraiment rendu compte que c'était ça et pas autre chose. Et donc de ce fait, je me suis senti très vite à l'aise et à ma place au sein de ce chantier. J'ai pas eu peur de très vite poser des questions, prendre des initiatives, recevoir des tâches, disons, à responsabilité. Et puis il faut dire aussi que de par la taille du site et la richesse des données archéologiques, on ne s'ennuie jamais à vrai dire, hein. Il y a toujours quelque chose à faire et des choses différentes. Et c'est ça aussi, ça m'a énormément plu, c'est que j'ai touché à énormément de choses.
Et je trouve ça très important, c'est-à-dire que j'ai élargi mon panel de méthodes et d'expertise au sein de ce chantier. L'ambiance fait énormément également et elle a été tout de suite très bonne. On s'est senti tout de suite très bien accueillis, écoutés et suivis par tous les encadrants professionnels qui étaient présents sur le chantier. Et puis aussi le fait que ce soit un chantier école composé presque uniquement d'universitaires qui sont là en stage, des universitaires qui pour la plupart se connaissent déjà. Donc pour l'ambiance et pour la productivité, je pense que c'est de très très bons points. Et c'est en cela aussi que ce chantier m'a énormément plu. J'ai fait de très bonnes rencontres et je sens que j'ai appris énormément de choses de cette bonne ambiance et de cette productivité. J'ai réalisé 4 semaines à Blicky, donc j'ai pu voir l'ouverture du chantier et la fin du chantier, ce qui était aussi assez intéressant. Car c'est en champ, donc c'est pas du tout le même milieu, c'est pas du tout le même cadre, c'est pas du tout la même ambiance qu'on a dans des fouilles programmées, des fouilles préhistoriques. En terrasse de grotte, c'est assez humide, donc la terre, on voit vraiment une sorte de différence quand on fouille. Travailler en champ, ça rend les choses très perméables au climat et à la météo. Et c'est la première fois que j'ai pu être confrontée à ce genre de phénomène, notamment des inondations en juin. On était carrément dans la boue et il fallait refaire plusieurs fois les mêmes tâches pour le nettoyage. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On n'a pas l'habitude non plus de voir comment on ouvre un aussi grand territoire de chantier, parce que on a quand même fouillé sur quelques centaines de mètres, ce qui nous a permis aussi d'appréhender plusieurs parties du site et plusieurs phases d'occupation. D'un côté, on avait un bâtiment, d'un autre côté, on avait un amas de pierre qui était un peu difficile à comprendre, on ne sait toujours pas l'identifier, on avait des fosses, on avait des trous de poteaux, on a une diversité chronologique et spatiale qui est très très flagrante, et une diversité matérielle qui est vraiment très chouette aussi à remarquer, notamment au niveau de la céramique. Alors le chantier à Blicky, ce qui est intéressant pour moi, c'est vraiment de voir le choc démographique qui diffère. L'occupation, ça se voit qu'elle est beaucoup plus permanente, qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont profité de cet espace, surtout au vu de la quantité matérielle qui a été découverte. Passons à la troisième question. Avez-vous fait de la post-fouille et si oui, dans quel but? C'est une question qui concerne en particulier Bénédicte et voici sa réponse. Aujourd'hui, je continue à développer mon expérience en faisant un stage de post-fouille. J'avais besoin de comprendre ce que devenait tout le matériel trouvé, comment il était trié, conservé et étudié. J'avais besoin de comprendre comment le plan du secteur, le plan du site et le rapport de fouille étaient élaborés. Et j'avais aussi besoin de comprendre les modalités de traitement de toutes les informations recueillies lors des fouilles. Lors de ce stage post-fouille, je participe donc à toutes ces opérations. Comme j'ai eu l'occasion de faire pas mal de post-fouilles dans d'autres cadres, je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire pour moi de voir quelque chose d'un peu plus académique au niveau du post-fouille, même si j'aurais bien aimé aider. Avant de se quitter, nous leur avons demandé s'ils avaient une ou plusieurs anecdotes de fouilles, car on le sait, il est difficile de passer un mois sur un chantier de fouilles sans avoir quelque chose de marquant à raconter à la fin. Écoutons-les tout de suite. S'il y a bien une anecdote qui m'a énormément marqué et qui me fait beaucoup sourire, c'est 2 lundis de suite où après 2 week-ends de fort orage, nous nous sommes rendus sur le site en voyant toute l'eau qui avait rempli les fosses et les trous des différentes structures. Et donc nous avons passé ces 2 lundis-là à écoper toute cette eau qui s'était engouffrée dans les structures malgré les bâches, qui n'avaient pas su résister bien longtemps. Je nous revois avec nos écopettes, nos bottes et nos seaux en faisant des chaînes humaines pour vider la boue et l'eau dans le champ de derrière. Et là encore, c'était un mélange de beaucoup d'émotions, hein, puisqu'on rigolait énormément, mais il y avait quand même un petit peu de frustration au début de devoir tout recommencer, de voir les coupes qui s'effondraient, etc. Mais avec le recul, ça fait partie du métier et aujourd'hui, quand on en discute, on en rigole et puis ça fait partie de l'expérience, de l'apprentissage et de la vie sur un chantier de fouille. Et j'ai une petite anecdote, c'était plutôt
Quand nous étions en train de creuser pour arriver sur la fameuse couche jaune tant recherchée, on n'y était jamais vraiment. Plus on creusait, plus on pensait y être, mais en fait, on découvrait encore une couche plus enfuie en dessous du laiteux. Donc c'était assez drôle et frustrant à la fois de se dire qu'on n'arrivait jamais à la couche tant recherchée. À propos de mon stage, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Un matin, en arrivant très tôt sur le chantier, après avoir retiré les bâches de protection, j'ai découvert une petite souris au fond de la fosse que je fouillais. Les parois bien verticales l'empêchaient de remonter. Je l'ai sauvée. Mais j'ai poursuivi la matinée dans l'odeur du pipi de souris et elle avait fait quelques petites crottes de peur lorsqu'elle était restée au fond de cette fosse. Eh bien, nous remercions Natalia, Laura, Ronan, Bénédicte et Enya d'avoir répondu à nos questions. Nous remercions également Charlotte Kettel qui a accepté de participer à notre interview. Et nous remercions également les auditeurs d'avoir écouté notre émission. Nous nous retrouvons dans 2 mois pour la prochaine. À bientôt.